Saviez-vous que dans la version originale de Hansel et Gretel, le véritable méchant n'était pas une belle-mère, mais leur propre mère biologique? Aujourd'hui, nous levons le voile sur l'événement historique catastrophique que ce conte a cherché à préserver. Une apocalypse de 3 ans qui a transformé des parents ordinaires en ces monstres que nous redoutons encore dans les légendes. Et voici ce qui va vous hanter, le détail le plus perturbant n'est ni la sorcière ni la maison en pain d'épices, mais la question que chaque enfant pose instinctivement en entendant cette histoire. Une question qui prouve qu'ils connaissent déjà la terrible vérité que leurs parents tentent désespérément de cacher. Commençons. Entre 1315 et 1317, une catastrophe s'abat sur l'Europe médiévale. La Grande Famine ne fut pas seulement une période de faim, mais une véritable apocalypse qui changea les enfants en proie. L'effondrement climatique apporta des pluies incessantes, les récoltes pourrissaient sur pied, et, en quelques mois, le tissu même de la civilisation commença à se déchirer. À Bristol, les chroniques rapportent des faits qui ressemblent davantage à une vision de l'enfer qu'à une page d'histoire. Ce n'était pas une métaphore, c'était un mardi comme les autres en 1316. Une chronique de l'Est de la France décrit des villageois tuant les enfants les plus faibles pour faire bouillir leur chair dans des chaudrons. Les survivants racontent que les ossements des petits gisaient dans les cendres. Un moine des Flandres écrit avoir vu une mère étreindre son enfant mort pendant 3 jours, incapable de le lâcher, non pas seulement par chagrin, mais à cause de ce terrible calcul. Son corps pouvait-il servir à nourrir les vivants? Ailleurs, on attachait les anciens aux arbres pour réduire le nombre de bouches à nourrir et permettre à la jeune génération de survivre un jour de plus. Même Édouard II d'Angleterre, l'homme le plus puissant du royaume, s'arrête en instant. Alban en août 1315, ne put trouver assez de pain pour sa suite. Quand le roi d'Angleterre a faim, c'est que la fin du monde est arrivée. C'est ici que le conte révèle son vrai visage. Lorsque les frères Grimm publient cette histoire en 1812, ils ne créent pas une fiction. Ils préservent un traumatisme culturel si profond qu'il ne pouvait être traité qu'à travers le fantastique. Leurs informatrices, Marie Assamflug et Dorchen Wilde, n'ont pas inventé ce récit, elles l'ont assemblé à partir de fragments d'un cauchemar collectif transmis par des générations de survivants. La famine ne s'est pas seulement inscrite dans les lois, elle s'est infiltrée dans la mémoire familiale. C'est pourquoi, lorsque les Grimm ont enregistré Hansel et Gretel des siècles plus tard, la véritable horreur ne venait pas de la sorcière, mais de la mère. Vous devez comprendre une chose cruciale, la méchante belle-mère qui complote froidement, l'abandon des enfants n'existait pas à l'origine. Dans le manuscrit de 1812, ce personnage était simplement la mère. La mère biologique. Celle qui avait donné la vie était celle qui exigeait l'abandon, calculant que 2 morts dans la forêt valaient mieux que 4 morts à la maison. Mais en 1857, tout a changé. Wilhelm Grimm, dans son étude à Cassel, plume en main, a méthodiquement rayé le mot Mutter, mère, pour le remplacer par Stiefmutter, belle-mère, à chaque occurrence. Au XIXe siècle, l'Allemagne s'était transformée et la figure maternelle était devenue intouchable, presque sacrée. Elle incarnait la piété, la vertu et l'âme morale du foyer. L'ère Biedermeier, qui s'étend de 1815 à 1848, avait façonné une classe moyenne exigeant un divertissement édifiant et moralisateur. Cette société pouvait accepter une sorcière dévorant des enfants, mais une mère abandonnant sa propre chair, c'était impensable. Maria Tatar, experte en folklore à Harvard, rappelle qu'en raison de la mortalité effroyable en couches, près de la moitié des enfants allemands du XIXe siècle grandissaient effectivement avec un beau-parent. Les frères Grimm ont donc inventé le bouc émissaire idéal, la marâtre. Ce méchant stéréotypé permettait d'absorber toute la cruauté que les vraies mères avaient portée durant les famines. Comme l'explique Jacques Zipp, spécialiste des contes de fées, les Grimm sacralisaient la maternité. Le père, complice à l'origine, fut réécrit en homme réticent et compatissant. De nouvelles lignes de dialogue furent insérées, « J'ai pitié de ces pauvres enfants ». Des phrases inexistantes, dans la version brute. Les Grimm aseptisaient un souvenir devenu trop insoutenable pour être affronté de face. L'idée même qu'une mère puisse livrer ses enfants à la mort était devenue littéralement indicible. Pourtant, la vérité originelle transparaît dans la structure même du récit. Remarquez bien, une fois la sorcière vaincue par les enfants, la marâtre meurt mystérieusement au même instant. Le conte se souvient de ce que les Grimm ont tenté d'effacer, la sorcière et la mère n'ont toujours fait qu'une. 2 visages d'une même horreur désespérée. Mais si la trahison maternelle est la plaie béante du récit, la maison en pain d'épices en est la cicatrice.
Une structure si impossible qu'elle n'a pu être bâtie qu'à partir des souvenirs les plus tordus de la famine. C'est être l'élément le plus psychologiquement perturbant du conte. Une fois que vous comprenez ce qu'elle représente, vous ne la verrez plus jamais du même œil. Durant la Grande Famine, des archives fragmentaires en latin, dissimulées dans des monastères, documentent des cas d'adultes attirant des enfants affamés avec des promesses de nourriture. Ces horreurs historiques se calquent parfaitement sur le conte. Analysez la méthodologie de la sorcière, elle ne dévore pas tout de suite. Elle engraisse Hansel dans une cage et force Gretel à cuisiner. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est la mémoire traumatique de l'anthropophagie de survie. Les chroniqueurs de l'époque ont noté qu'on ouvrait les tombes pour manger les morts récents, qu'on planifiait, qu'on rationalisait. On salait les corps pour passer l'hiver. Quand la sorcière tâte le doigt d'Hansel pour vérifier s'il est assez gras, ce n'est pas l'imagination d'un conteur. C'est le témoignage d'un survivant, habillé de métaphores pour être supportable à raconter. La maison en pain d'épices, faite entièrement de nourriture dans un monde défini par la faim, représente la perversion ultime du soin maternel. C'est la promesse nourricière transformée en piège mortel. Et cela nous mène à une vérité psychologique, encore plus sombre, en temps de famine extrême, ceux qui sont censés vous protéger deviennent votre plus grande menace. La maison n'était que l'appât. La véritable terreur surgit quand on réalise que les enfants avaient compris le piège, car ils l'avaient déjà vu. Hansel et Gretel ne sont pas des innocents sans défense. Dès qu'Hansel entend ses parents comploter, il prépare ses cailloux, ses miettes de pain. Ce ne sont pas des improvisations chanceuses, mais des stratégies d'enfants qui ont appris que les adultes ne sont pas dignes de confiance et que la survie exige une vigilance constante. La transformation de Gretel est encore plus éloquente. Elle commence comme la cadette vulnérable, mais finit par ruser pour pousser la sorcière dans le four. Elle devient capable de meurtre, un meurtre justifié, certes, mais un meurtre tout de même. Voilà ce que la famine fait aux enfants, elle les force à s'endurcir, à devenir capables de tout pour survivre. Le fait que les enfants à travers l'Europe aient immédiatement compris et adopté ce conte révèle une réalité terrifiante sur l'enfance médiévale. Ce n'étaient pas des innocents protégés découvrant le danger via une fable, c'étaient des enfants qui reconnaissaient leur propre réalité, simplement costumés en fantaisie. Mais Hansel et Gretel n'étaient pas seuls. Le même cauchemar refaisait surface partout. Chaque variante culturelle préserve un aspect différent de l'horreur originelle. En Russie, les contes de Baba Yaga parlent d'une fratrie orpheline rencontrant une sorcière dont la maison repose sur des pattes de poulet. Or, les folkloristes ont fait une découverte fascinante, ces pattes ne sont pas une fantaisie lunatique. En Europe de l'Est, les greniers médiévaux étaient construits sur pilotis pour protéger le grain des rats durant les famines. De loin, ces structures ressemblaient à des pattes d'oiseaux marchant dans la forêt. Imaginez un enfant affamé du XIVe siècle en Russie, fixant ses greniers surélevés remplis de vivres inaccessibles, gardés par ceux qui préféraient les laisser mourir de faim plutôt que de partager. La maison qui marche n'est pas magique. C'est le souvenir cauchemardesque de ces greniers qui nourrissaient quelques privilégiés pendant que les autres mouraient, des structures qu'on pouvait littéralement déplacer pour éloigner leur précieux contenu des masses désespérées. Dans une variante russe, un frère et une sœur entrent dans la clairière de Baba Yaga. La maison craque, s'installe sur ses pattes squelettiques, et à l'intérieur attend une sorcière aux dents de fer qui parle de moudre les enfants pour en faire de la farine. Elle ne les chasse pas pour le sport. Elle attend, patiente comme l'hiver lui-même, sachant pertinemment que la faim finira par les pousser vers elle. La version anglaise, Babs in the Wood, se déleste même de tout élément fantastique. Dans ce récit consigné dans le Norfolk et remontant au moins à 1595, 2 enfants sont conduits dans le Wayland Wood par des voyous engagés pour les tuer, mais qui, incapables de commettre l'irréparable, les abandonnent simplement. Pas de sorcière, pas de maison en pain d'épices, pas de retour triomphal. Juste 2 petits corps dans une forêt, finalement recouverts de feuilles par un rouge-gorge. La légende locale du Norfolk insiste, c'est arrivé. Les fantômes de ces enfants hantaient toujours le Wayland Wood, surnommé par les habitants, Wailing Wood, le bois des lamentations, à cause des sanglots spectraux qu'on y entendrait entre les arbres. Les panneaux des villages de Griston et Watton illustrent encore cette histoire aujourd'hui, comme si la communauté ne pouvait cicatriser cette ancienne plaie. Plus révélatrice encore est la variante portugaise, où les enfants abandonnés doivent choisir entre une route d'or et une route d'argent. L'une est censée mener au salut, l'autre à la sorcière. Mais voici le détail dévastateur préservé par le conte portugais,
Les deux routes mènent à la sorcière. Le choix n'est qu'une illusion. Parfois, peu importe le chemin qu'empruntent les enfants abandonnés, ils sont condamnés. Les Portugais se sont souvenus de ce que les Allemands tentaient d'oublier. Pour beaucoup d'enfants durant la Grande Famine, il n'y avait aucune échappatoire, aucune ruse salvatrice. Puis vint une adaptation qui fit l'impensable. En 1893, lorsqu'Engelbert Humperdinck transforme Hansel et Gretel en opéra, la société européenne a collectivement décidé d'enterrer la vérité. Imaginez la scène. Nous sommes le 23 décembre au Hoftheater de Weimar, en Allemagne. Le théâtre est décoré de guirlandes de pins et de bougies vacillantes pour Noël. Des familles aisées remplissent les sièges, les enfants sont sur leur 31, excités par ce divertissement festif. Dans la version de Humperdinck, l'horreur est totalement aseptisée. La mère ne planifie aucun meurtre, elle renverse simplement un pot de lait par frustration et envoie les enfants cueillir des fraises. Fini la famine, fini l'abandon calculé. À la place surgissent des créatures magiques, un marchand de sable, une fée rosée et 14 anges gardiens qui protègent le sommeil des enfants dans un ballet élaboré. Ce soir-là, le public regarde les enfants chanter la bande ségène, la prière du soir, l'une des plus belles mélodies de l'opéra. Quand la nuit je m'endors, 14 anges me gardent. Dans la salle, les parents sourient, écrasant peu, être une larme sentimentale devant tant de douceur. Mais alors arrive le troisième acte. Même enveloppé dans le faste de Noël, même avec ses créatures féeriques et sa fin heureuse, Humperdinck ne pouvait échapper totalement à la gravité de l'horreur originelle. La sorcière apparaît toujours, elle enferme toujours Hansel dans une cage. Elle prépare toujours son four pour cuire des enfants vivants. Au cœur de ce spectacle de Noël, alors que les familles siègent dans leurs beaux atours, l'ancienne terreur griffe le plancher pour remonter sur scène. La sorcière, vérifiant si Hansel est assez gras pour être mangé, exécute encore ce terrible rituel quotidien que les survivants de la Grande Famine auraient reconnu. Le four rougeoie toujours des feux de l'enfer. Même habillé de guirlandes et accompagné par un orchestre wagnérien, la cuisine du cannibale demeure. Richard Strauss, qui dirigeait la première, a qualifié l'œuvre de chef-d'œuvre. Mais quel genre de chef-d'œuvre nécessite 14 anges pour contrebalancer une seule sorcière cannibale? L'opéra a peu, être adouci le conte pour en faire une berceuse, mais les berceuses ne durent pas éternellement. Finalement, de nouveaux conteurs allaient gratter cette couche de sucre pour nous rappeler pourquoi Hansel et Gretel n'a jamais été conçu pour rassurer les enfants. Quelque chose a changé au XXIe siècle. Cinéastes et écrivains ont commencé à défaire des siècles de sanitisation pour retourner au cœur sombre du récit. Le film Gretel, Hansel de 2020 présente la sorcière non plus comme une caricature, mais comme une entité véritablement terrifiante. Alice Krige l'interprète avec un visage de cire, semblable à une poupée, à la fois innocent et prédateur. Le langage visuel renoue avec l'imagerie médiévale, des noirs profonds, des verts toxiques. La forêt redevient un labyrinthe vivant de terreur. La maison ne scintille pas de bonbons, elle se décompose. Le sucre vire à la pourriture, la douceur masque la corruption. Le roman graphique de Neil Gaiman en 2014 a rendu le lien explicite en réimaginant Hansel et Gretel comme des réfugiés syriens modernes. Soudain, la pertinence du conte devient indéniable, des enfants fuyant la guerre et la famine, abandonnés par les systèmes censés les protéger, face à des prédateurs qui voient leur vulnérabilité comme une opportunité. La grande famine de 1315 et les crises de réfugiés d'aujourd'hui s'effondrent en un seul et même cauchemar continu. Gaiman a compris ce que Humperdinck a tenté d'oublier. Ce récit n'est pas une relique du passé. C'est un avertissement qui ne cesse de se réaliser. Chaque enfant ayant entendu cette histoire a posé la même question, pourquoi les parents n'ont-ils pas simplement mangé les enfants eux-mêmes? C'est une interrogation qui semble surgir de nulle part, et pourtant, tous la formulent. Cette curiosité instinctive révèle l'horreur ultime sur laquelle le conte est bâti. Durant la Grande Famine, certains l'ont fait. Les chroniques ne nous en parlent que par fragments, par des périphrases latines, par des silences là où les mots manquent. Mais les preuves sont là. Dans les juridictions créant soudainement de nouvelles lois contre les actes, contre nature, envers son propre sang. Dans les édits de l'Église définissant le péché impardonnable, et dans les charniers où l'on a retrouvé de petits ossements brisés pour en extraire la moelle, mêlés au reste d'adultes morts peu après. La sorcière dans sa maison en pain d'épices n'est pas un mal fortuit sur lequel les enfants trébuchent par hasard. Elle incarne l'horreur extériorisée de ce que leur propre mère avait déjà envisagé. La cage où Hansel est engraissé,
le four où Gretel doit brûler. Ce sont les instruments d'un crime qui a d'abord existé dans l'imaginaire parental. Le voyage en forêt n'est pas un passage de la sécurité au danger, mais une transition d'une menace mortelle à une autre, de la famine lente à la maison vers une mort rapide dans les bois. Le génie du conte réside là. Il permet aux enfants de traiter cette éventualité insoutenable que, dans des circonstances extrêmes, ceux qui sont censés les protéger peuvent faillir de la manière la plus fondamentale qui soit. En vainquant la sorcière, Hansel et Gretel triomphent symboliquement du spectre de l'abandon et de la trahison parentale. Ils rentrent chez eux avec les bijoux de la sorcière, apportant la prospérité à la famille même qui a tenté de les détruire. C'est un fantasme de pardon que les véritables enfants abandonnés de la grande famine n'ont jamais pu vivre. Si Hansel et Gretel perdurent, c'est parce qu'ils portent en lui une mémoire de l'espèce liée à la catastrophe. C'est un manuel de survie déguisé en conte de fées, enseignant aux enfants que lorsque la civilisation s'effondre, que la nourriture disparaît et que les parents faillissent, il faut devenir rusé, capable de violence, et ne faire confiance qu'à ses frères et sœurs. Les miettes de pain mangées par les oiseaux? C'est la leçon que certaines stratégies échouent, que le monde lui-même conspirera contre votre survie. Le canard qui les aide à traverser l'eau dans les éditions ultérieures? C'est la bonté aléatoire qui peut vous sauver quand tout système humain a implosé. Chaque symbole compresse une dure sagesse sur la vie au milieu des ruines. Le conte s'est répandu de la Russie au Portugal non par amusement, mais par nécessité. C'était un vaccin culturel, une dose mesurée d'horreur pour préparer les enfants à la réalité. Les communautés qui se souvenaient de la famine à travers les histoires étaient mieux préparées quand la faim revenait. Et elle est revenue, encore et encore, la guerre de 30 ans, l'année sans été en 1816, la famine de la pomme de terre en Irlande, l'Holodomor. Chaque fois, Hansel et Gretel attendaient, prêts à chuchoter leur terrible vérité. Parfois, la maison en pain d'épices est un piège. Parfois, la mer devient le monstre. Parfois, la seule façon de vivre est de pousser la sorcière dans son propre four. C'est pour cela que nous racontons encore cette histoire. Pas parce que nous avons oublié, mais parce qu'une part de nous se souvient. Une part de nous sait que la civilisation n'est jamais qu'à 3 repas de l'effondrement, que la frontière entre parents et prédateurs est ténue, et que les enfants doivent apprendre ces vérités. Même si nous ne pouvons supporter de les leur dire qu'à travers le voile du « Il était une fois ». Au-delà de l'horreur historique, Hansel et Gretel nous offrent une méditation intemporelle sur la condition humaine et la résilience. Ce conte nous rappelle brutalement que la sécurité est une chose fragile et que les refuges les plus séduisants, ces maisons de sucre qui promettent la facilité, dissimulent souvent les pièges les plus redoutables. La première leçon est celle de la lucidité, nous devons apprendre à voir le monde tel qu'il est, et non tel que nous voudrions qu'il soit, en acceptant que ceux qui devraient nous protéger peuvent parfois faillir. Cependant, le cœur du message n'est pas le désespoir, mais l'autonomie. L'histoire nous enseigne que même au plus profond de la forêt, lorsque tous les repères s'effondrent et que les miettes de pain ont disparu, nous possédons des ressources insoupçonnées. Gretel ne survit pas grâce à une intervention divine ou à la chance, mais parce qu'elle trouve le courage d'agir de manière décisive face au danger. Devenir adulte, c'est comprendre que personne ne viendra nous sauver et que nous sommes les seuls maîtres de notre destin. Enfin, ce récit agit comme un rappel à la gratitude. En réalisant à quel point la frontière entre la civilisation et la sauvagerie est ténue, nous apprenons à chérir la stabilité, le partage et la solidarité. Nos épreuves ne sont pas là pour nous anéantir, mais pour forger en nous une force capable de transformer le traumatisme en sagesse, tout comme les enfants qui reviennent de la forêt, changés mais vivants. Si cette analyse a transformé votre regard sur les histoires de votre enfance, manifestez votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant, pour ne manquer aucune de nos futures explorations. N'hésitez pas à suggérer dans les commentaires quel autre